Aux funérailles de ma mère, mon oncle s'est levé et a dit « Elle méritait de mourir seule ». Mon cousin a ajouté « Personne ne l'aimait de toute façon ». Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Je les fixais simplement, les mains crispées autour d'un mouchoir froissé posé sur mes genoux. Chaque mot était comme une gifle pas seulement pour moi, mais pour la mémoire de ma mère. Les gens se tortillaient mal à l'aise sur leurs chaises. Personne ne disait rien. Pas le pasteur. Pas le reste de la famille. C'était comme si tout le monde était d'accord ou du moins, avait décidé de se taire. Puis la porte au fond de la pièce s'est ouverte. Un homme en uniforme militaire vert foncé est entré. Grand. Silencieux. La trentaine avancée, peut-être. Il n'a regardé personne. Il s'est dirigé droit vers le cercueil. Ses bottes résonnaient sur le sol, une à une. Il s'est arrêté devant le corps de ma mère, a retiré sa casquette et l'a regardé. Puis il a dit. Je lui dois tout. La pièce est devenue complètement silencieuse. Personne ne savait qui il était. Ni moi. Ni mon oncle. Même pas le pasteur. Et à cet instant, tout ce que je pensais savoir sur ma mère et sur ceux qui prétendaient la connaître commença à vaciller. Laissez-moi vous ramener quelques jours avant les funérailles. La maison était trop silencieuse. Pas ce genre de silence paisible dont parlent les films, mais un silence vide, celui qui s'enroule autour de vous comme une couverture mouillée et vous alourdit rien que par votre existence. J'étais assise à la table de cuisine de ma mère, celle où elle écrivait ses listes de courses au dos de vieux tickets de caisse. Sa tasse ébréchée était toujours posée près de l'évier. Son écharpe était encore jetée sur le dossier de la chaise, comme si elle allait revenir la prendre d'un moment à l'autre. Mais elle ne reviendrait pas. Je m'appelle Jessa Callaway. J'ai 33 ans, et ma mère, Lenora Callaway, était la femme la plus complexe que j'ai jamais connue. Pour certains, elle n'était qu'un avertissement ambulant, un exemple de ce qu'il ne faut pas devenir, chuchoté derrière des portes closes. Mais pour moi, elle était la force incarnée. Imparfaite? Oui. Chaotique? Absolument. Mais elle avait un cœur qui n'a jamais cessé de donner, même quand le monde ne lui rendait rien. Organiser ses funérailles, c'était comme essayer de dire adieu à quelqu'un qui n'avait jamais vraiment eu droit à un vrai bonjour. Personne n'a proposé son aide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un appel de cousin. Pas un plat réconfortant à la porte. Juste moi, assise face au directeur de la maison funéraire, essayant de répondre à des questions comme: avait-elle une église? Doit-on s'attendre à du monde? J'avais envie de dire qu'elle ne fréquentait pas l'église l'avait jugée. Et non, je n'attendais pas une foule. En fait, je m'attendais à une bataille. Mon oncle Barrett avait déjà fait connaître son opinion. Il n'avait pas adressé un mot à ma mère depuis plus de 10 ans. Il lui reprochait des choses que personne n'osait nommer clairement, ses années d'errance, la honte qu'elle avait, selon lui, jetée sur la famille après le divorce, les dettes, tout. Son fils, mon cousin Milo, c'était pire. Il avait hérité de l'amertume de son père et la portait comme une armure. J'aurais dû me préparer à ce qu'il dirait aux funérailles. J'aurais dû le savoir. Mais une part de moi espérait qu'il se tairait juste pour un jour. Les funérailles ont eu lieu dans une petite salle du mémorial de Ridgemont, le genre d'endroit qui sentait le vieux bois et le pot pourri. Une douzaine de personnes tout au plus, dispersées sur les bancs. Quelques collègues du supermarché où elle travaillait de nuit. Un ou deux voisins. Et une femme que je ne reconnaissais pas, assise au fond, qui pleurait en silence du début à la fin. Je portais le médaillon en argent de ma mère. Elle me disait que c'était un cadeau d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle n'a jamais dit qui. Je me souviens lui avoir demandé un jour, et elle m'a répondu. Et certaines histoires ne commencent qu'après qu'on est parti. Je n'avais pas compris. Je ne suis pas sûre de comprendre encore aujourd'hui. Le pasteur a lu une courte prière. Il ne l'avait jamais rencontré, ça se sentait à la façon dont il prononçait son nom, comme si c'était juste une ligne de plus dans son texte. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Aucun écho de qui elle avait vraiment été. Ça m'a blessée, mais je suis restée immobile. Cette journée n'était pas la mienne. Puis Barrett s'est levé. Personne ne lui avait demandé de parler. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est avancé lentement, a ajusté le micro, comme s'il allait dire quelque chose de profond. À la place, il a balayé la salle du regard, a plissé les lèvres et a lancé. Et n'essayons pas de faire d'elle ce qu'elle n'était pas. Lenora a choisi son chemin, et elle en a payé le prix. Elle a repoussé tout le monde. Elle est morte seule, parce que c'est ce qu'elle méritait. Quelques halètements se sont fait entendre.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma mâchoire s'est contractée, mais mes mains tremblaient. Puis Milo, bras croisés, un sourire moqueur sur le visage, a ajouté depuis son siège. Personne ne l'aimait de toute façon. Personne ne lui a dit de se taire. Personne ne l'a interrompu. Le pasteur s'est contenté de se dandiner, mal à l'aise. Je regardais autour de moi. Les gens baissaient les yeux. Certains chuchotaient. Personne ne l'a défendue. Personne ne s'est levé pour elle. Quelque chose s'est brisé en moi, colère, chagrin, honte, et un amour brûlant qui me serrait la gorge. Mais juste au moment où j'ai repoussé ma chaise, prête à parler, la porte du fond s'est ouverte. Et c'est là qu'il est entré. Il n'avait rien à faire là. C'est la première pensée qui m'est venue. L'homme qui entra par la porte arrière portait un uniforme de cérémonie de l'armée, impeccablement repassé. Il semblait avoir entre 35 et 40 ans. Rasé de près. Un regard grave. Le genre d'homme bâti comme quelqu'un qui avait vu des choses dures et qui les portait encore en lui. Il ne jeta pas un regard autour de la pièce. Il n'hésita pas. Il marcha simplement, un pas régulier après l'autre, jusqu'au cercueil de ma mère. Barrett se tourna vers lui, visiblement perplexe. Milo fronça les sourcils. Il ne le connaissait pas. Moi non plus. Il arriva au cercueil, retira sa casquette et resta un instant en silence. Puis il murmura quelque chose à voix basse, des mots que je n'ai pas compris, et posa doucement sa main sur le bord du cercueil, comme s'il saluait une vieille amie. Et puis il le dit. Je lui dois tout. Ces mots ne sonnèrent pas comme une simple déclaration. Ils tombèrent comme une pierre dans de l'eau calme. Tout le monde se figea. La femme qui pleurait au fond s'interrompit net. Le pasteur avait l'air abasourdi. Même Barrett ne dit rien. L'homme se retourna lentement vers nous, et sa voix s'éleva, pas forte, mais claire. Je sais qu'aucun de vous ne me connaît. Mais moi, je connaissais le Nora Callaway mieux que beaucoup. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Il me regarda droit dans les yeux. Tu dois être sa fille. Je hochai lentement la tête, encore incapable de comprendre ce qui se passait. Barrett marmonna entre ses dents. Sauver la vie, tu parles. L'homme se tourna vers lui. Tu n'as pas besoin de me croire. Mais je vais quand même vous raconter. Il inspira profondément. Il y a 20 ans, j'avais 17 ans et je vivais dans la rue. Mes parents étaient morts. Je n'avais ni frère ni sœur, et j'étais sortie du système d'accueil sans repère, sans argent, sans idée de ce que je devais faire. C'était en novembre. Il faisait froid. Je dormais derrière une benne à ordures, derrière une supérette, à l'angle de Thurday Ridge. Un soir, une femme est sortie par la porte arrière avec un sac poubelle. Elle m'a vue. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé la police. Elle m'a demandé si j'avais faim. Il s'arrêta, balayant la salle du regard. Cette femme, c'était votre sœur. Votre tante. Votre mère. Elle m'a donné des restes de soupe et une couverture chaude qu'elle avait dans sa voiture. Et le lendemain, elle est revenue. Et le jour suivant aussi. Pendant 3 mois, elle s'est assurée que j'ai quelque chose de chaud à manger et un endroit sec où dormir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma mère ne m'avait jamais parlé de ça. Pas une seule fois. L'homme continua. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle ne faisait pas de discours. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un cas désespéré. Elle me traitait comme un être humain. Quand je lui ai dit que je voulais m'engager dans l'armée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Alors tu ferais bien d'arrêter de dormir derrière des bennes et de commencer à te tenir droit. Et elle m'a donné un billet de bus pour le bureau de recrutement. Milo se pencha vers son père, chuchotant quelque chose avec un sourire moqueur. Barrett avait l'air mal à l'aise, mais il n'intervint pas. L'homme les ignora. J'ai fait 3 missions. J'ai construit une carrière. J'ai une famille. Aujourd'hui, je parraine des jeunes en difficulté. Ça fait 10 ans que j'aide des gamins qui me ressemblent. Et chaque fois que je tends la main à l'un d'eux, c'est grâce à elle. Il regarda de nouveau le cercueil. Peut-être qu'elle n'était pas aimée de vous tous. Mais moi, je l'aimais. Je la respectais. Et je sais que je ne suis pas le seul. Elle a laissé une empreinte. Vous n'avez juste jamais regardé assez près pour la voir. Je sentis les larmes couler sur mes joues et pour la première fois ce jour-là, ce n'était pas juste à cause du chagrin. Barrett se leva, tentant de reprendre le contrôle. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait à cette famille. L'homme fit un pas vers lui. Peut-être pas. Mais je sais ce qu'elle a fait pour moi.
Et je crois qu'au final, ça compte. Barrett se rassit, la mâchoire crispée. Milo croisa les bras et détourna le regard. Je regardais à nouveau la pièce. Les gens ne chuchotaient plus. Ils écoutaient. Les visages s'étaient adoucis. Certains hochaient la tête. La femme du fond essuya ses yeux. Ma mère, celle qu'ils avaient tous rejetée ou méprisée, venait d'être ramenée à la vie devant eux. Pas comme une honte. Pas comme un échec. Mais comme une sauveuse. Silencieuse, ignorée, et inoubliable. Je me levai et me tournai vers la salle. Voilà qui était ma mère. Entièrement. Et je ne laisserai personne la réduire à moins que cela. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était plein. Chargé de sens. Et dans ce silence, le conflit ne brûlait plus, il s'était transformé. Je me souviens à peine de m'être rassis. Mes mains tremblaient encore, et mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon sans bouger d'un centimètre. Cet homme Anthony Vega venait de déchirer tout ce que je croyais établi. La réputation de ma mère. La version de son histoire selon ma famille. Mon silence. Tout cela venait d'éclater au grand jour. Pendant si longtemps, je les avais laissés la définir. Je les avais laissés tordre sa vie en quelque chose de petit et de honteux. Je les avais laissés décider que, parce qu'elle avait eu des difficultés, parce qu'elle ne souriait pas aux réceptions de l'église, ou qu'elle ne préparait pas des dîners de Thanksgiving parfaits, elle ne comptait pas. Mais maintenant, je savais. Je le sentais dans ma poitrine. Elle comptait. Elle comptait pour quelqu'un. Et ça valait le monde entier. Après les funérailles, la salle se vida rapidement. Des collègues vinrent m'offrir des condoléances discrètes, les yeux un peu plus ouverts qu'avant. Milo partit en trombe sans un mot. Barrett resta en retrait, droit près de la porte, l'air de vouloir dire quelque chose sans jamais trouver le courage. Je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était Anthony. Il attendait près du cercueil, silencieux et respectueux, comme s'il n'était pas prêt à la quitter non plus. Je m'approchai de lui, encore vacillante, mais décidée. « Je peux vous poser une question » dis-je. Il hocha la tête. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui » Anthony prit une grande inspiration. « Parce que pendant 20 ans, je me suis promis que je trouverais un moyen de la remercier. Mais elle a déménagé, changé de numéro. Je n'ai pas pu la retrouver. J'ai appris sa mort il y a 2 jours. Quelqu'un du magasin en a parlé en ligne. J'ai conduit toute la nuit pour venir. Vous n'étiez pas obligé. » Si, je l'étais, répondit-il sans hésiter. Des gens comme elle, ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas les gros titres. Mais ils méritent d'être souvenus. Pas vrai ? Je hochai la tête, la gorge nouée. Merci. Pour ce que vous avez dit. Pour tout. Il plongea la main dans la poche de son manteau et me tendit quelque chose, une vieille photographie fanée. Elle montrait ma mère, bien plus jeune, debout à côté d'un adolescent maigre aux cheveux ras. Ils étaient devant un dîner. Elle avait passé un bras autour de ses épaules et riait. J'ai gardé cette photo dans mon portefeuille depuis le jour où elle m'a donné ce billet de bus, dit-il. Elle m'a dit de prendre une photo pour que je me souvienne que je n'étais pas invisible. Je pressai la photo contre ma poitrine. Et elle ne m'a jamais parlé de toi. De tout ça. Elle n'aimait pas parler d'elle. Elle ne parlait que de toi. C'est à ce moment-là que tout devint clair. Ma mère n'avait pas honte de son passé, elle ne voulait simplement pas qu'il m'alourdisse. Elle avait tout porté seule pour que je puisse avancer plus léger. Et moi, j'avais laissé des gens comme Barrett salir sa mémoire. Plus maintenant. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et me suis assise à son bureau. Il était encombré de bribes, vieux reçus, recettes découpées, notes manuscrites sur les marges d'enveloppes déchirées. Et sous tout ça, j'ai trouvé un carnet. À l'intérieur, elle m'écrivait des lettres. Certaines étaient inachevées, d'autres divaguaient. Mais une page attira mon regard. L'encre y était plus sombre, l'écriture plus assurée. On pouvait lire. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. J'espère t'avoir rendu fière. Je sais que je n'ai pas toujours été facile à aimer. Mais j'ai essayé, mon Dieu, j'ai essayé. Pas seulement pour moi. Pour toi. Je ne voulais pas que tu deviennes comme moi. Mais maintenant, peut-être que je comprends qu'il n'y a rien de mal à être quelqu'un qui se bat fort et aime en silence. Je me suis effondrée sur place. Et quand je me suis relevée, je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas laisser son histoire mourir dans cette pièce froide et pleine de jugement.
Je n'allais pas laisser les voix les plus fortes réécrire sa vie juste parce qu'elle criait plus fort que la vérité silencieuse. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. D'abord une entrée de journal, puis un post, puis une lettre au journal local. J'ai parlé de la femme qui accueillait les inconnus. De celle qui travaillait à 2 emplois et rentrait quand même faire de la soupe. De celle qui m'a appris à être gentille, même quand personne ne regardait. Peu m'importait si les autres y croyaient. Je connaissais la vérité maintenant, et j'allais m'assurer que le monde la connaisse aussi. Parce que si ma mère avait pu changer toute une vie avec une couverture et un repas chaud, alors la moindre des choses que je pouvais faire, c'était de changer la manière dont le monde se souvenait d'elle. En commençant par son nom. Lenora Callaway. Une femme qui sauvait des vies sans avoir besoin d'être vue. Quelques jours après les funérailles, j'ai reçu un message d'Anthony. Il était bref, juste une phrase et une adresse. Tu devrais voir ça. Elle n'a jamais cessé d'aider. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait rester dans la chaleur des souvenirs que je venais à peine de découvrir, juste moi, ma mère, et les pages de sa force discrète. Mais la curiosité m'a tiré en avant. S'il y avait encore quelque chose à savoir sur elle, je devais le découvrir. L'adresse m'a mené à un centre communautaire à environ 1 heure de la ville. Ce n'était pas luxueux. La peinture de l'enseigne s'écaillait, et les marches du perron grinçaient sous mes pieds. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'œuvres d'art, peintures et poèmes. Certains naïfs, d'autres bruts et bouleversants. Le genre d'art concret après avoir traversé des tempêtes. Une femme m'accueillit à l'accueil. Tu dois être Jessa. Je clignai des yeux. Oui. Comment le savez-vous? Elle sourit. On t'attendait. Anthony a dit que tu viendrais peut-être. Suis-moi. Elle m'a mené dans un couloir jusqu'à une petite pièce bordée d'étagères, de chaises dépareillées et d'un panneau d'affichage couvert de Polaroid. Sur le mur du fond, une photo encadrée de ma mère. J'en perdis le souffle. Elle avait l'air plus jeune, la quarantaine peut-être, vêtue d'une veste en jean et tenant un plateau de cupcakes. Autour d'elle, 3 enfants la regardaient avec des yeux émerveillés, comme si elle avait accroché la lune. La légende disait. Miss Lenny. Notre ancre. Je me tournai vers la femme à côté de moi. Elle faisait du bénévolat ici? Elle hocha la tête. Bien plus que ça. Elle a sauvé cet endroit. On était sur le point de fermer. Plus de financement. Presque plus de personnel. Ta mère est arrivée un après-midi et a demandé si on avait besoin d'aide. Elle a nettoyé. Elle a cuisiné. Elle a fait du soutien scolaire après les cours. Elle a animé des ateliers d'écriture pour des ados qui ne parlaient à personne. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle est juste venue. J'ai senti les larmes monter avant de pouvoir les arrêter. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle ne le faisait pas pour qu'on se souvienne d'elle, dit doucement la femme. Elle le faisait parce qu'elle savait ce que c'était d'être invisible. Je me suis approchée du panneau d'affichage et j'ai regardé les photos. Sur chacune, elle avait l'air heureuse. Pas seulement souriante, mais vraiment en paix. Ses yeux, souvent fatigués quand elle rentrait le soir, brillaient sur ces images. Il y avait aussi des petits mots manuscrits. Miss Lenny m'a appris à écrire ma première histoire. Quand j'ai voulu abandonner l'école, elle m'a dit que ma voix comptait. Je l'ai cru. J'ai fait glisser mes doigts sur les bords du tableau, absorbant chaque mot comme de l'oxygène. Elle n'était pas la femme que ma famille prétendait qu'elle était. Pas du tout. Elle n'avait pas vécu une petite vie. Elle avait vécu une vie cachée. Remplie d'une force discrète. De petits gestes aux grandes conséquences. Pendant des années, j'avais porté son histoire comme une tragédie. Mais maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était vraiment. Une histoire de survie. De sacrifice. D'amour qui n'a pas besoin d'applaudissements pour compter. Anthony m'attendait dehors quand je suis sortie. Il était appuyé contre son pick-up, les mains dans les poches, regardant le ciel s'assombrir. Elle venait ici tous les jeudis, dit-il. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Je ne connaissais pas cette version d'elle, répondis-je. Il hocha la tête. La plupart des gens non plus. Mais il n'est pas trop tard pour raconter son histoire. Et c'est là que j'ai su ce que je devais faire. Je suis rentrée chez moi, j'ai rouvert l'ébauche du texte que j'avais commencé après les funérailles, et je l'ai entièrement réécrit. Cette fois, il ne s'agissait plus de la défendre, il s'agissait de la célébrer. J'y ai inclus la photo prise au centre, les petits mots des enfants, les paroles d'Anony, et même quelques pages de son carnet. J'ai raconté l'histoire entière d'une femme que le monde avait rejetée et qui, pourtant,
n'a jamais rejeté personne. Quand j'ai cliqué sur publier, je n'attendais pas grand-chose. Mais en quelques heures, le texte s'est propagé. Les gens l'ont partagé, ont commenté, raconté leurs propres souvenirs. Des inconnus qu'il avait rencontrés au refuge. Des enfants qu'elle avait pris sous son aile. D'anciens collègues qui se souvenaient qu'elle apportait toujours de la nourriture en plus pour les nouveaux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un déjeuner. Un commentaire disait: Je n'ai jamais su son nom, mais elle m'a donné une couverture quand j'avais 13 ans et que je dormais sous un pont. Merci de m'avoir rappelé qui elle était. Un autre disait: C'était une héroïne silencieuse. Merci de l'avoir rendue audible. Et c'est là que j'ai compris, ma mère n'avait pas besoin que le monde la voie. Elle avait juste besoin qu'une personne dise enfin la vérité. Et cette personne, ce serait moi. Cela fait 3 mois depuis les funérailles. Je ne peux toujours pas passer devant le Ridgemont Memorial sans sentir une pointe dans ma poitrine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement le chagrin qui me serre le cœur, c'est aussi la fierté. La gratitude. Une douleur étrange, douce, qui me rappelle que ma mère a compté pas seulement pour moi. Mais pour ceux qu'elle a sauvés, pour les vies qu'elle a touchées. Pour une communauté qui l'a connue non pas comme un avertissement, mais comme une présence discrète au milieu du chaos. Depuis la publication du texte, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'histoire ne s'est pas seulement répandue, elle a voyagé. Elle a touché des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Un journaliste local m'a appelé. Puis un blog national l'a relayé. Et soudain, le Nora Callaway, ma mère, n'était plus une note de bas de page. Elle était devenue un article. Un nom prononcé avec respect, et non avec moquerie. L'un des enfants du centre communautaire enfin, plus vraiment un enfant, elle a 24 ans maintenant, m'a contacté. Elle s'appelle Dani. Elle m'a raconté que ma mère l'avait aidée à rester à l'école quand sa vie familiale s'est effondrée. Elle n'avait rien d'autre qu'un sac poubelle rempli de vêtements et une grande colère. Mais ma mère a vu quelque chose en elle. Elle n'a pas essayé de me réparer, m'a dit Dani. Elle m'a juste écouté. Et quand j'ai échoué à un cours, elle m'a dit que l'échec n'était pas une fin, sauf si on décidait d'y rester. Dani est maintenant en dernière année de fac. Elle étudie pour devenir assistante sociale grâce à ma mère. Et il y en a eu d'autres. Une femme qui avait passé sa vingtaine à aller et venir entre les refuges m'a dit que ma mère lui avait donné une paire de bottes un hiver, et était restée assise à ses côtés pendant qu'elle pleurait. Un ancien collègue se rappelait comment elle laissait des petits mots d'encouragement dans la salle de repos. Des citations sur la force, la survie et le courage de se relever. Et puis il y avait cette lettre. Je l'ai trouvée glissée dans le dernier livre qu'elle lisait. Elle m'était adressée, pas de façon théâtrale ou cinématographique. Juste une enveloppe simple, avec mon prénom griffonné dans son écriture irrégulière. À l'intérieur, elle avait écrit: Si jamais tu te demandes ce que j'ai essayé de faire de ma vie, la réponse est simple. Je voulais redonner ce que je n'ai jamais reçu. Je voulais prouver qu'être brisé ne signifie pas être inutile. Et si une seule personne se souvient de moi comme de quelqu'un qui a rendu les choses un peu moins lourdes, alors j'estimerai avoir gagné. Je lis cette lettre chaque semaine. Parfois à voix haute. Parfois en silence, la main posée sur le papier, comme s'il pouvait encore être tiède de son toucher. Ma relation avec le reste de ma famille ne s'est pas miraculeusement réparée. Barrett ne m'a plus adressé la parole depuis l'enterrement. Milo m'a envoyé un message court et tiède disant que j'étais dramatique et que je faisais d'une ratée une sainte. Mais je n'ai plus besoin de leur approbation. Avant, je pensais que défendre ma mère signifiait les convaincre qu'elle valait mieux que ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça. Ce n'est pas à propos d'eux. C'est à propos de la vérité. Et la vérité, c'est que ma mère était humaine. Elle a lutté. Elle a fait des choix difficiles. Mais à travers tout cela, elle a choisi la bonté. Elle a choisi d'élever les autres, même quand elle coulait. Elle a choisi d'aimer, même si ça faisait mal. Et peut-être que le monde ne l'a jamais applaudi pour ça. Peut-être que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. Mais moi, je le vois maintenant, tout cela. Chaque longue journée de travail. Chaque couverture chaude. Chaque acte d'amour pour lequel elle n'a jamais attendu le moindre remerciement. J'ai créé une bourse en son nom. Le Nora Callaway Light Fund pour les étudiants issus de refuges ou du système de placement familial, qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Je me suis dit que si elle pouvait donner autant avec si peu, alors peut-être que moi, je pouvais utiliser ma voix pour porter sa lumière plus loin. Parfois, j'entends encore sa voix dans ma tête. Fatiguée, douce, toujours honnête. Sois juste gentille, ma fille. Même si personne ne le voit.
Surtout dans ce cas-là. C'est ça, qui elle était. Et si un jour j'ai une fille, je lui dirai la même chose. Je lui parlerai de Lenora Callaway. Pas comme de la femme que notre famille a abandonnée. Mais comme de celle qui n'a jamais abandonné les autres. Comme de celle qui a sauvé des vies avec une soupe. Avec des mots. Avec le silence. Avec une espérance têtue. Elle n'est pas morte seule. Elle est morte en étant rappelée. Et plus encore, elle est morte en ayant rendu le monde meilleur. Un miracle invisible à la fois. Et je crois que c'est là le plus bel héritage qu'une personne puisse laisser derrière elle.